Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus ce midi. Donc, pour cette séance des séminaires du mardi co-organisée avec la chaire de recherche sur la jeunesse. Donc, nous accueillons ce midi Émilie Potin, maître de conférence en sociologie à l'université Rennes 2 et rattachée au SIAPS, qui va donc nous parler des parcours des enfants en protection de l'enfance. Donc, je passe la parole à Émilie. Bien, je remercie la chaire jeunesse de m'avoir invitée pour cette conférence. Et donc, je vais vous parler d'un travail sur les parcours de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, qui était en fait le cœur de mon travail de thèse. Donc, en préambule, je vais vous présenter un peu la protection de l'enfance, mais de manière très brève. De quoi on parle quand on parle des enfants placés? Donc, le placement, c'est quoi? C'est le retrait du domicile familial, même si aujourd'hui, depuis 2007, on a vu apparaître, en fait, des formes un peu diversifiées de placement. On a ce qu'on appelle les placements éducatifs à domicile, qui remettent en cause un peu cette définition, justement, du retrait de l'enfant du domicile familial. En tout cas, sur ma population d'études, c'est des enfants qui ont été retirés du domicile familial. Donc, le placement, il peut être judiciaire ou administratif. Et donc, c'est avant tout une mesure de protection. Donc, le placement, il concerne qui? Il concerne des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans. À partir de 18 ans, on en reparlera par la suite. Les modalités de la protection vont changer. Et donc, on va passer, en fait, de mesures qui, dans la minorité, sont principalement judiciaires, à des mesures exclusivement administratives à partir de 18 ans et jusqu'à 21 ans. Donc, il concerne des jeunes ou des enfants qui sont considérés en situation de risque de danger ou de danger. Et il concerne non pas des familles dangereuses, mais plutôt des familles en danger, dans la mesure où ces familles, en fait, sont mises en difficulté par tout un ensemble, en fait, de difficultés, à la fois sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan du logement, qui vont mettre à mal toutes ces difficultés, leur capacité à faire grandir l'enfant dans un cadre qui soit sécurisant. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la solidarité nationale qui prend le relais pour permettre à ces enfants de grandir dans un cadre. Enfin, on verra que c'est pas beaucoup plus facile non plus pour la collectivité de les faire grandir dans un cadre qui soit sécurisant. Concernant la prise en charge, donc la prise en charge est répartie au sein de deux organisations, à la fois les conseils généraux et le secteur associatif qui est habilité. Majoritairement, en termes de prise en charge, on peut distinguer deux types d'accueil. L'accueil collectif, en établissement ou en foyer, et l'accueil familial, c'est-à-dire l'accueil en famille d'accueil. Après, on retrouve aussi des lieux d'accueil différents, des séjours de rupture ou des lieux d'accueil non traditionnels pour accueillir ces enfants. Alors, du coup, moi, je me suis intéressée au parcours de prise en charge dans le cadre de la protection de l'enfance, dans le cadre spécifique de ces mesures de retrait du domicile familial. Au moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette question, du coup, comme tout un chacun, je me suis intéressée à la littérature afférente. Donc, dans les écrits, en fait, les écrits sont souvent assez critiques vis-à-vis de la protection de l'enfance. Je vous ai mis quelques titres. L'enfant en miettes, Pierre Verdier en 1978. L'échec de la protection de l'enfance, ces enfants qu'on sacrifie, Maurice Berger. Entre détresse et abandon, le placement d'enfants a un remède pire que le mal. Bon, les titres sont assez évocateurs. Quand on regarde également, en fait, l'actualité sur le placement qu'on va retrouver dans les faits divers de la presse nationale ou de la presse locale, de la même manière,
en général, on est assez critique vis-à-vis de la mesure de placement comme une protection pour l'enfant. Donc, tout un ensemble de questions autour de ça. Est-ce que ces mesures arrivent à protéger l'enfant ? On va retrouver aussi tout un questionnement sur et ces professionnels finalement, est-ce qu'ils sont au bon endroit pour détecter où se situe la violence, la maltraitance, le danger pour les enfants ? Est-ce que tous les enfants protégés connaissent les mêmes situations ? Est-ce que ces ouvrages ou ces faits divers fortement médiatisés traduisent l'expérience générale des enfants dans le cadre de la protection ? Que signifie protéger pour les institutions et que signifie être protégé du côté de ceux qui en font l'expérience directe, c'est-à-dire ces enfants placés. Donc, mon idée, c'était d'ouvrir cette boîte noire qu'est, en fait, la protection dans le cadre des placements et de regarder ce qui se fabrique à l'intérieur de ces parcours de placement. Donc, en termes de terrain, mon travail d'enquête s'est d'abord intéressé aux traces écrites sur les parcours de placement, celles qui sont consignées dans les écrits professionnels. Ici, il s'agissait principalement, en fait, de regarder la structure du parcours en termes de déplacement dans le temps et dans l'espace. Ce qui faisait sens au départ pour moi, c'est pour combien de temps on place l'enfant, où est-ce qu'on le place, est-ce qu'on le déplace, pour quelles raisons on le déplace, voilà. Essayer de retrouver cette structure des parcours et de regarder la diversité de ces structures. Donc, j'ai croisé en fait cette première partie méthodologique avec des récits croisés sur les expériences de placement. Donc récits auprès des enfants, auprès de leurs parents et auprès en fait d'un professionnel, celui qui maîtrisait le mieux le parcours. Ça pouvait être la famille d'accueil, ça pouvait être le référent ASE ou ça pouvait être le référent éducateur dans un établissement collectif. Donc j'ai réalisé 40 entretiens. Et donc ici, l'idée, c'était de recueillir les expériences de placement et de pouvoir les mettre en lien, justement, avec la structure des parcours. C'est-à-dire, une fois qu'on sait qu'un enfant il est placé, je sais pas, à l'âge de 5 ans, pendant 10 ans, dans une famille d'accueil, finalement, qu'est-ce que ça produit du côté de l'expérience ? Donc, à partir de ces deux ensembles de données, j'ai construit 3 modèles de parcours que j'ai appelés les enfants placés, déplacés, replacés. Donc la première configuration de parcours, donc les enfants dits placés, la caractéristique de ces parcours, c'est que les enfants ont été placés précocement et ils sont promis, dès leur placement, à des placements longs. C'est-à-dire que et les professionnels et le juge anticipent que ça va être difficile, en fait, pour les parents, pour la famille, de récupérer l'enfant ou de travailler avec la famille sur des conditions de vie plus sécurisantes. Et ils savent, dès le départ, en fait, que le parcours risque d'être long. Donc, c'est des parcours qui ont la spécificité d'être sur donc du temps long et continu dans le même lieu d'accueil. Souvent, c'est plutôt de l'accueil familial. On voit en fait dans le cadre de la protection que les enfants les plus jeunes sont plutôt orientés vers de l'accueil familial et les enfants plus âgés plutôt vers de l'accueil collectif. Donc ici, comme ce sont des enfants qui sont placés précocement, ils sont placés plutôt en famille d'accueil et ils vont construire à l'intérieur de la protection, du coup, des supports qui vont leur permettre, en fait,
de bénéficier pleinement en fait de la protection. Donc c'est des enfants qui vont s'inscrire plutôt dans un processus d'affiliation dans le cadre du placement et qui vont construire des liens avec la famille d'accueil, des liens qui vont valoir au-delà de la mesure de protection. Donc je vous ai mis un petit exemple. C'est la situation d'Astrid. Donc Astrid, elle a été placée à l'âge de 8 ans dans une première famille d'accueil, vous voyez, pendant 3-4 mois, le temps de lui trouver une famille d'accueil un peu plus pérenne. Et ensuite, elle a été accueillie dans la seconde famille d'accueil où elle est toujours au moment où je la rencontre. Donc, elle a été accueillie pendant 12 ans. Elle a 20 ans au moment où je la rencontre. Elle est en contrat jeune majeur, toujours dans la même famille d'accueil. Et elle est en train de préparer son départ de la famille d'accueil. Astrid a été accueillie en même temps que son jeune frère, mais en même temps, elle vient d'une fratrie de 8 enfants. Tous les enfants sont placés, mais du coup, certains sont placés seuls, d'autres sont placés à 2. Astrid, elle a été placée avec son jeune frère, qui est le plus proche d'elle en termes d'âge. C'est-à-dire que les 8 enfants n'ont pas été placés tous en même temps. En général, c'est assez rare, parce que les âges des enfants sont divers. Donc, son inscription dans cette famille d'accueil, Astrid, elle l'a au-delà en fait de l'accueil. Elle participe aussi à la vie de la famille d'accueil dans le sens où elle est la marraine d'un des petits-enfants de la famille d'accueil. Le cadre particulier aussi du lien qui s'est créé avec sa famille d'accueil vient aussi probablement du fait que la famille d'accueil était sur un premier accueil. Donc un accueil en général qui est aussi fortement investi de la part des professionnels. Du coup, une place entière va être conférée aux enfants accueillis. Et donc ici, la famille d'accueil a fortement investi le parcours d'Astrid, à la fois sur le plan affectif, mais également sur le plan de la scolarité, où ils n'ont pas hésité en fait à donner des cours complémentaires à Astrid pour qu'elle raccroche au niveau scolaire au moment où elle a été accueillie en famille d'accueil, où elle avait, je crois, un retard scolaire de 1 année, un redoublement. Donc ici, ces enfants, ils se reconnaissent dans 2 familles. Ils ne nient pas pour autant leur lien avec leur famille d'origine, mais ils se sont construits en fait dans 2 espaces différents, avec un qui est partagé au quotidien et l'autre où il n'y a pas forcément rupture des liens, mais où les liens se sont distendus avec le temps, avec la construction aussi d'un autre quotidien à côté. Ce qui est compliqué dans ce type de parcours, c'est qu'au-delà en fait de la mesure de protection, la continuité du lien repose exclusivement sur la volonté des professionnels et du jeune. Il n'y a rien qui est pensé par le système de protection pour faire continuer ce lien au-delà de la mesure de protection. À l'intérieur de la mesure de protection, c'est également une préoccupation récente qui est apparue dans les textes en 2007, qui est celle justement de faire perdurer les liens créés dans le cadre de l'accueil de la mesure de placement. Deuxième configuration de parcours, c'est celui des enfants que j'ai appelé les enfants replacés. La particularité de ces enfants, c'est que leur parcours s'inscrit en fait dans des formes d'aller-retour entre le placement et le domicile familial. Donc aller-retour qu'on peut entendre dans le sens de l'accueil séquentiel, comme aujourd'hui, une partie de la semaine accueillie dans le cadre du placement et retour en famille le week-end, ou alors en fait sur des temps 3 mois à l'âge de 6 ans, 4 mois à l'âge de 8 ans, donc avec des allers-retours de ce type. En général, sur ces allers-retours, quand il y a retour au domicile familial et replacement, il y a de fait, en fait, une discontinuité au niveau des lieux d'accueil, ce qui semble logique en fonction des places disponibles. Du coup, on va accueillir l'enfant dans des lieux différents. Sur l'accueil séquentiel, on peut bien faire la différence parce qu'en général, c'est un contrat qui est régulier avec le même lieu d'accueil.
Donc diversité des lieux d'accueil, donc diversité aussi des liens construits et discontinuité de ces liens. Donc ici, ce sont des relais qui sont provisoires et qui n'ont pas d'inscription durable du côté de l'enfant. L'enfant se reconnaît principalement dans sa famille d'origine. Donc on peut en fait assimiler ce parcours à celui aussi des enfants de parents séparés, comme dans un processus en fait de garde alternée. Donc ici, l'enfant s'inscrit principalement dans la continuité familiale et donc le recours au placement est plutôt provisoire. Donc je vous ai mis l'exemple de Dylan. Donc Dylan, sa mère est décédée à l'âge de 10 ans, quand il avait 10 ans. Et donc du coup, il s'est retrouvé avec son père et ses 3 frères, avec des difficultés pour le père à gérer les relations au sein de la fratrie, donc des frères qui étaient bien plus âgés que Dylan, du coup aussi de la violence à l'intérieur des relations dans la fratrie. Et le père, du coup, a contracté avec le Conseil général un accueil provisoire sous la forme séquentielle pour ses 2 plus jeunes enfants, pour à la fois permettre aux enfants de bénéficier d'un cadre un peu plus maternel aussi, du côté de la famille d'accueil, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la vêture, de l'hygiène, de l'alimentation. Dylan, quand il est chez son père, il mange des pâtes en barquette et des chips avec du jambon. Quand il est dans sa famille d'accueil, la famille d'accueil prête un soin particulier à l'alimentation. Elle a son potager et donc du coup on fait de la cuisine maison. Donc Dylan voit bien en fait la différence entre les 2 ressources qu'il a à sa disposition et il fait un peu son marché à l'intérieur de ces 2 univers parentaux. Donc ici, on a bien des figures professionnelles qui peuvent être changeantes. Dans le cas de Dylan, c'est de l'accueil séquentiel, donc ici des figures professionnelles stables. Mais quand on est sur des allers-retours, sur des périodes de 2 mois ou de 3 mois, hospitalisation de la mère, recours au placement, hop, retour des enfants à la maison au bout de 2-3 mois quand la mère a récupéré de son hospitalisation. 1 an plus tard, hop, un placement provisoire parce que rechute de la mère ou autre difficulté. Donc on est dans cette forme un peu, chacun reconnaît des compétences à l'autre ici finalement, à la fois les services sociaux du côté de la famille leur reconnaissent des compétences, mais également en fait les familles reconnaissent des compétences aux services sociaux et reconnaissent l'aide en fait qui peut être apportée de ce côté-là. Donc Dylan, il dit de sa famille d'accueil, c'est mon joker au cas où ça se passe pas bien à la maison. Et enfin, 3e type de parcours, qui est celui dont on parle le plus, c'est celui qui fait le plus de bruit parce que c'est celui aussi qui provoque le plus de difficultés du côté des institutions. C'est le parcours des déplacés. Donc, ce parcours a la caractéristique, en fait, pour le jeune va connaître, en fait, plusieurs déplacements dans son parcours. Alors, plusieurs déplacements, c'est pas forcément 17. Dans un des dossiers, j'ai rencontré un jeune qui s'est déplacé 17 fois. Mais un déplacement à l'âge de 16 ans, quand on a été placé dans un même lieu d'accueil pendant 10 ans, ça crée aussi des grosses difficultés pour le jeune à se replacer quelque part. Donc ici, c'est pas tant le nombre de déplacements qui est déstructurant, mais plutôt le moment où ces déplacements ont lieu. Donc, qui dit déplacement dit plusieurs lieux d'accueil. En général, c'est des jeunes qui voient les potentialités du système de protection de l'enfance. Ils ont fait de la famille d'accueil, du collectif, ils ont rencontré plusieurs professionnels, des supports assez différents, mais en même temps qui ont des difficultés à se sentir bien quelque part, à se placer quelque part, et des jeunes qu'on a aussi, si on se place du côté de la solidarité nationale,
du mal, pour qui on a du mal à trouver une place. Donc c'est des expériences multiples sans aucune stabilité. C'est pas des jeunes forcément qui sont asociaux, c'est des jeunes qui peuvent avoir des capacités en fait à créer du lien assez facilement. Mais ces liens sont pas pérennes. Et on en reparlera au moment de la sortie, ça pose aussi de nombreuses questions. Donc ici, c'est des jeunes qui sont plutôt inscrits dans un processus de désaffiliation où le placement ne permet pas aux jeunes de s'intégrer dans un nouveau tissu social et en même temps, en général, le placement a mis à mal les liens qui ont été créés dans l'avant-placement. Donc c'est le parcours de Dylan. Dylan, il a 14 ans au moment où je le rencontre et ça fait 3 ans qu'il est accueilli en famille d'accueil. Je dis n'importe quoi, je suis sur le précédent, excusez-moi. C'est le parcours de Gilda. Gilda, il a 15 ans et il est placé depuis 9 ans. Et il a été déplacé de foyer en famille d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil, de famille d'accueil en foyer. Au moment où je le rencontre, il est en foyer. Donc il a séjourné en tout dans 4 familles d'accueil et dans 2 foyers. Donc Gilda, il a des grandes difficultés à s'insérer dans un nouvel environnement. Il n'a pas rompu les liens avec la famille d'origine. Il voit sa mère en droit de visite et d'hébergement assez régulièrement. Par contre, il était dans une fratrie de 4 ou 5 enfants et il y a eu donc des lieux d'accueil différents pour chacun des enfants. Il a le sentiment à chaque fois, Gilda, de pas être à sa place. Et en général, c'est pas tant en fait les services départementaux qui le déplacent que lui qui va poser des actes pour provoquer en fait des déplacements, des actes déviants, violents ou déplacés pour changer de lieu d'accueil. Donc ici, le réseau relationnel est très instable, alimenté par ces changements géographiques. Qui dit changement géographique dit à la fois en même temps que changement de lieu d'accueil, changement d'établissement scolaire. Au moment où je rencontre Gilda, il est en classe relais. Donc sur le plan en fait de son parcours scolaire, c'est très difficile. De la même manière, il se sent pas à sa place au sein de l'école. Donc ici, la mesure, elle n'a pas permis de créer de nouveaux liens et des liens stables, j'entends. Et en même temps, elle a alimenté la distension des liens de l'avant-placement. En général, dans ces parcours d'enfants déplacés, on retrouve aussi des fratries qui sont explosées en termes de prise en charge. Donc ces fratries explosées, ça correspond pas forcément à une volonté des institutions, mais ça correspond aussi à des principes de réalité, c'est-à-dire le nombre de places disponibles dans les différents lieux d'accueil. Donc ici, c'est les parcours des enfants qu'on a appelés aussi à un moment donné les incasables, si on regarde du point de vue des institutions, c'est-à-dire ceux pour qui on ne trouve aucune case nulle part. Si à présent on met en lien ces parcours, des modalités, je vais reprendre en fait les logiques, les logiques qu'on retrouve sur les parcours en termes de scolarité et en termes de réseau relationnel. En termes de scolarité, alors pourquoi je mesure à la fois la scolarité et le réseau relationnel, c'est parce que du côté, par exemple, des adultes, Robert Castel, pour mesurer l'intégration de l'adulte, il avait choisi en fait de croiser l'insertion professionnelle et le réseau social. Ici, du côté de ces jeunes qui ont encore des choses à construire avant de s'insérer professionnellement, du coup, je suis partie plutôt des logiques institutionnelles sur la scolarité et du coup des logiques institutionnelles concernant le réseau social. Donc concernant la scolarité, on va retrouver une inflexibilité temporelle. Du coup, une injonction à se former vite, c'est-à-dire que de toute façon, au plus tard, à 21 ans, vous êtes sorti du dispositif. Donc aujourd'hui, on voit de nouvelles mesures se mettre en place, notamment le RSA jeune, justement pour permettre
qu'il n'y ait pas cette rupture, en fait, en termes d'aide sociale entre 21 et 25 ans. Mais on garde toujours, en fait, au niveau de la protection de l'enfance, du coup, ce couperet des 21 ans, et encore, 21 ans, c'est 18 ans, dans la mesure où, à partir de 18 ans, c'est près de la moitié des mineurs protégés qui vont pouvoir être protégés dans leur majorité. Mais l'autre moitié va sortir, en fait, de la protection de l'enfance. Donc, cette inflexibilité pour se former vite, ce qui fait qu'on va retrouver plutôt des formations du côté professionnel, des formations également par défaut. Je vous ai mis une citation d'Anna, qui dit « Comme à l'époque, on ne m'avait pas bien renseigné, je ne savais pas si la DAS allait financer l'école d'infirmière jusqu'au bout. Comme je n'ai jamais eu de réponse, je me suis dit « Je vais faire des études courtes, comme ça je n'aurai rien à leur demander après. » Et donc je me suis mis en esthétique, mais ça ne me plaît pas du tout. Je regrette mon choix scolaire, j'ai quand même un CAP, j'ai fait ma première année de bac pro, mais j'étais pas du tout motivée pour ça. Donc ici, on a un choix par défaut. Au moment où moi je la rencontre, Anna, elle a commencé à travailler comme caissière, en fait, dans un hypermarché. Donc, vous voyez, toujours les représentations autour, en fait, de la protection de l'enfance. Ici, on parle toujours de la DAS. C'est une jeune qui a 20 ans. Je l'ai rencontrée en 2007. D'accord ? Ça fait déjà longtemps que le vocabulaire a changé au sein de la protection de l'enfance, mais les représentations, en fait, restent tenaces et sont réappropriées par les jeunes qui sont protégés eux-mêmes. Donc, première difficulté sur ces parcours scolaires, mais également autre difficulté qui est celle, en fait, des déplacements. Alors, on parle du premier déplacement, du domicile familial vers un lieu d'accueil, c'est pareil, qui crée en général un déplacement d'établissement scolaire. Quand on place l'enfant, l'idée première, c'est de le déplacer de son environnement ordinaire. C'est pas de le laisser dans le même établissement scolaire où il était quand il était dans sa famille d'origine. Donc ici, ces déplacements créent aussi, en fait, des difficultés dans le parcours scolaire de l'enfant. Associé à ça, quand on considère le réseau relationnel, de la même manière, il y a rupture des liens avec l'avant-placement. Donc, les liens avec la famille d'origine sont pensés dans le cadre des droits de correspondance, d'hébergement et de visite. Mais si on considère les liens avec tout l'environnement ordinaire d'un enfant, c'est-à-dire les liens avec ses petits voisins, les liens avec ses copains, les liens avec les adultes, amis, référents dans l'environnement. Là, il n'y a plus rien qui est pensé. Si on considère à présent les liens qui sont construits dans le cadre des parcours de placement, dans le cadre de la protection, c'est-à-dire le lien construit dans le cadre du premier lieu d'accueil, avec cette première famille, avec les enfants de cette famille, avec les autres enfants accueillis. Pareil, quand il y a déplacement, on ne pense pas à la continuité de ces liens. Ça repose sur les volontés individuelles, finalement. Alors, peut-être que au jour où se développent assez largement des nouveaux moyens de communication, peut-être que de nouvelles manières de réguler ces liens vont être pensées aussi du point de vue institutionnel. Et donc, du coup, ici, on passe aussi clairement de la solidarité publique à la solidarité privée. Je vous ai repris, en fait, un extrait d'une assistante familiale. C'est celle qui accueille justement Anna, là, dont on vient de voir l'extrait tout à l'heure. Donc, elle nous dit, la porte reste toujours ouverte. Donc là, pour l'après-placement. Je leur ai dit, vous n'aurez plus votre chambre, mais vous aurez toujours un couvert. On ne peut pas vivre avec des enfants pendant tant d'années et les laisser. Ça, je le sais depuis que j'ai commencé. Même avant, je savais à quoi je m'engageais. On agrandit la famille quand on accueille des enfants. Mais cette porte ouverte, c'est cette assistante familiale qui décide de la laisser ouverte. Au-delà du contrat d'accueil, il n'y a rien pour tenir ces assistants familiaux, enfin pour les inviter à laisser cette porte ouverte. Et à présent, quand on regarde les logiques au moment du passage à l'âge adulte, ici c'est pareil, on va retrouver un tri des parcours qui va être important, qui va être lié aussi
directement aux modalités de la protection à partir de cet anniversaire des 18 ans. Et qui est directement lié, du coup, au fait qu'on passe du côté d'une protection administrative. Donc les jeunes qui n'ont pas vu l'intérêt d'être protégés dans leur minorité, pourquoi ils iraient eux-mêmes faire une demande de protection dans leur majorité? Les jeunes qui n'ont pas vu l'intérêt d'être protégés dans leur minorité, en général, ce sont ces jeunes-là qui ont été déplacés, qui n'ont pas réussi à construire une place dans le cadre du placement. Ces jeunes déplacés, en général, c'est des jeunes aussi qui n'ont pas réussi à construire un bagage scolaire solide, qui n'ont pas un réseau relationnel stable. Et du coup, c'est ces jeunes qui vont sortir les plus tôt du système de protection de l'enfance. Si on regarde à contrario le parcours des enfants dits placés, c'est des enfants qui ont construit un lien particulier dans le cadre du placement. En général, ils n'envisagent pas le système de protection de l'enfance dans son ensemble, mais ils ont construit un lien particulier avec une famille d'accueil qui va les soutenir au moment du passage de la majorité et qui va, en quelque sorte, les parrainer dans cette demande de contrat jeune majeur. Et si on regarde les enfants que j'ai appelés les enfants replacés, ces enfants qui se situent dans cette espèce d'entre-deux, là, entre leur famille d'origine et le placement, eux, c'est des enfants, en fait, qui voient l'intérêt des supports qu'ils peuvent avoir à leur disposition dans le cadre du placement et qui vont, même s'ils n'ont pas créé de lien particulier avec un professionnel dans le cadre du placement, qui vont voir l'intérêt de cette protection au moment de la majorité. Donc ici, les modalités de la protection vont directement, en fait, trier les parcours à partir de 18 ans. Et donc, on passe d'une logique un peu d'intervention, un peu descendante, où le juge des enfants va imposer finalement une décision de retrait, à une logique d'accompagnement, où le jeune va devoir énoncer un projet d'insertion, etc., et faire cette demande d'accompagnement, avec des temporalités qui sont ici très différentes aussi. Un contrat jeune majeur, en général, ça commence par une période de 3 mois, qui serait éventuellement renouvelée. Dans le cadre d'une mesure de placement, en général, on prend une mesure au moins pour 1 an, voire 2 ans. Dans certaines conditions très particulières, on peut également prendre une mesure au-delà. Mais du coup, ici, on va avoir beaucoup de choses qui vont être retravaillées à partir de cet anniversaire-là. De la même manière, la gestion des relations avec la famille d'origine, alors que dans la minorité, on a les droits de correspondance, de visite et d'hébergement, dans la majorité, ça repose sur l'initiative personnelle du jeune. Donc ici, beaucoup d'éléments qui vont être redistribués et qui vont pas mettre sur le même pied d'égalité, en fait, chacun des enfants selon le parcours, en fait, qu'il aura eu dans le cadre de sa protection dans la minorité. Vous me suivez ou c'est à peu près clair? Bon. Ok. Bon, pour conclure, donc 3 parcours, 3 enjeux à mon sens. Concernant les enfants placés, l'enjeu, il est autour de la reconnaissance de cette pluriparenté. Donc, des parentés qui se construisent côte à côte, la parenté d'origine et la parenté d'accueil. Ici, c'est un projet qui avait été discuté dans le cadre du ministère de la Famille avec Madame Bertinotti, qui était en fait de faire passer ces enfants qui étaient promis à des parcours longs du côté d'adoption simple. Je sais pas ce qu'il en est avec la valse des ministères, mais en tout cas, c'était des choses qui étaient en cours de réflexion, avec aussi beaucoup de difficultés pour savoir qui sont ces enfants qui vont finalement rester dans le placement dès le moment où ils sont placés, vous voyez. Même si on peut avoir si on peut anticiper, projeter sur ces enfants des placements longs, ici, on va quand même mettre en place une procédure qui, en plus, ne va plus relever de la solidarité publique, mais de la solidarité privée, si on passe du côté de l'adoption.
Donc du coup, quel contrôle en fait sur les familles accueillantes à un moment donné, quand on décide de protéger ses enfants, quel contrôle on garde de la protection qui est mise en place suite à cette décision. Bon, voilà. Autre enjeu, donc, qui est autour de la sécurité des enfants dits déplacés. Finalement, on voit ici, dans le cadre de ces parcours, que la collectivité est aussi en difficulté pour protéger ses enfants, autant que les parents pour leur offrir un cadre sécurisant. Qu'est-ce qu'on fait, justement, pour offrir à ces jeunes un cadre qui soit sécurisant, avec l'enjeu aussi, autour de la majorité, autour des 18 ans, de leur assurer un droit à être protégé. C'est-à-dire que même s'ils ne demandent pas une protection, réussir à les protéger. Vous voyez, ici, dans cette nouvelle logique, finalement, le devoir de participer à la demande du contrat jeune majeur, il vient presque mettre à mal le droit à être protégé dans ce début de majorité. Et enfin, du côté des enfants replacés, l'enjeu, il est plus de reconnaître en fait qu'on n'en est pas moins parent si on délègue une partie en fait de ses fonctions parentales. On délègue tous une partie de nos responsabilités à des tiers, assistants maternels, école, famille, etc. On se considère pas pour autant comme des mauvais parents, d'accord ? Ici, c'est aussi directement l'enjeu autour du sens de cette délégation, que cette délégation finalement ne soit pas dans le sens de du placement imposé du côté du placement vers les parents, mais qu'elle soit une réelle demande du côté des parents. Donc ici, c'est toutes aussi les questions autour des représentations qu'on a du placement, enfin des enjeux qui me dépassent assez largement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, il nous reste un peu de temps, on a à peu près 20 minutes. Si vous avez des questions à poser à Émilie Potin sur son intervention. Oui. Le débat. C'est vrai que ce qui m'a frappé dans votre intervention, c'est de commencer finalement à parler du placement presque à 18 ans ou à 21 ans, c'est-à-dire en envisageant presque la fin dès le début. Et c'est vrai que c'est votre travail de sociologue sur les parcours, alors que je me souviens au niveau des travailleurs sociaux, on vit dans les services d'aide sociale à l'enfance l'instant présent. Et j'avais des travailleurs sociaux, et voilà, il faut placer l'enfant, mais jamais, et il me disait toujours c'est pour 15 jours, alors que on voyait les statistiques que vous avez présentées, qui étaient beaucoup plus longues que ça, et jamais on envisageait la fin. Et ce réflexe de commencer dès le départ par qu'est-ce que va devenir l'enfant à 18 ans, à 21 ans, on sent que ça changerait quand même les pratiques, à mon avis, des travailleurs sociaux s'ils envisageaient ça, alors que, mais bon, forcément, on comprend aussi pourquoi ils sont dans le présent, parce que il faut trouver des solutions immédiatement. Mais c'est vrai que la façon d'analyser la protection de l'enfance avec cette notion de parcours et de dire voilà les résultats à 18 ans, à 21 ans, à mon avis, changerait beaucoup le travail des travailleurs sociaux au moment du placement. Et c'est vrai que cette coupure, vous la présentez mais vraiment comme le couperet, vraiment. Et on se demande à la limite qu'est-ce qui pourrait être fait. On le sent bien. Même vous avez bien aussi montré même la façon d'envisager la vie, même scolaire, mais aussi presque la vie tout court, quoi. Parce que à 18 ans, les choses vont s'arrêter. Alors que on voit nos enfants, on commence à leur poser des questions. Enfin, je vois vers 25, 26 ans, quand même, en disant il serait peut-être temps. Mais on voit quand même l'écart. Et c'est vrai que, et encore plus en Allemagne qu'en France, le temps est totalement différent pour la scolarité. Et c'est vrai que, alors on peut se demander
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, c'est vrai qu'on a essayé, le nombre d'enfants, disons majeurs, a augmenté dans les statistiques. Ça a été un changement quand même capital. Au départ, c'est vrai que jamais, le contrat jeune majeur, il y avait très très peu de jeunes, et on a vu les statistiques là, les courbes statistiques augmenter. Mais on se dit, qu'est-ce qui serait possible? Quelles mesures il serait possible de faire pour éviter ce coup près de 18 ans? Est-ce qu'il faut poursuivre l'aide encore plus longtemps avec des mesures spécifiques, ou alors l'aide générale? Mais on sait bien que effectivement, au niveau des populations, c'était les jeunes qui étaient les plus en difficulté. Oui, je pense que tout l'enjeu est là. En fait, on va demander aux jeunes les plus fragiles d'être autonomes les plus tôt. En population générale, on est autonome bien plus tard. Et ici, les populations qui sont très fragiles, à 18 ou 21 ans, et en plus, il faut se mettre dans la logique de construction d'un projet. Quelles mesures, alors, vous pensez qu'on pourrait... Alors, je crois qu'en ce moment, il y a je suis sûre même, il y a une recherche qui est notamment coordonnée par Isabelle Fréchon sur les sortants de la protection de l'enfance, qui vise justement à objectiver ces parcours d'insertion. Il y a des mesures, pareil, qui se mettent en place. Donc, je crois qu'il y a 10 départements tests pour le RSA jeune. Il y a aussi la garantie jeune qui concerne, je ne sais pas si ça concerne tous les départements, mais je sais que c'est que en expérimentation. Voilà. Et je sais que dans le département du Finistère, il y a une enveloppe de 100 000 € qui a été débloquée pour permettre justement à des jeunes de s'inscrire dans un parcours scolaire long, par exemple. Donc, on a des initiatives qui se mettent en place. Et mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui encore, on manque en fait de données pour rendre visible le phénomène, quoi. Je pense qu'aussi qu'il faut réussir à objectiver ce phénomène. Je regrette de me le donner. Je me demandais dans les entretiens, les récits que tu as pu faire, si tu avais vu une différence de qualité de construction des liens entre l'accueil familial et l'accueil en établissement. Je pense que clairement, du côté de l'enfant, c'est très différent. En établissement, les règles sont, elles sont formalisées. On a des règlements intérieurs, des manières de se conduire, etc. Du côté des familles d'accueil, de fait, on a un professionnel et une structure familiale. Dans cette structure familiale, il n'y a pas les règles de vie familiale qui sont accrochées. De fait, ça demande à l'enfant, en fait, pour s'intégrer à cette famille d'accueil, de faire un effort par l'intérieur, pour capter ses règles, les manières de se comporter dans le lieu, etc. Et de fait, ça va construire un lien qui est assez différent. C'est ce que racontent aussi les enfants ou les jeunes que j'ai rencontrés. Quand vous dites un professionnel et une structure familiale, vous voulez parler de l'assistante familiale au sein de la famille. Ouais. C'est un statut qui est en cours de construction. Je sais qu'il y a eu des lois qui ont clarifié un petit peu leur statut. Ça fait 10 ans, 2005, les assistants familiaux. Mais par contre, il y a rien pour la famille. Et moi, j'avais lu que, par exemple, pour le conjoint qui accompagnait l'assistante familiale, c'était quand même un référent éducatif dans la vie de l'enfant. Il pouvait aussi être amené à participer directement, à prendre en charge l'enfant aussi. Qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu des retours sur cet élément-là? Oui, il y a le conjoint. Il y a aussi, en fait, les enfants de la famille qui... Oui, mais comme le conjoint, c'est un adulte... est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y aurait besoin d'un statut pour le conjoint de l'assistant familial ou pas? Alors, j'aurais du mal à me prononcer sur ce genre de... Oui, il a aussi une activité. Et après, l'idée, c'était aussi... Voilà, l'idée, en fait, de ces accueils en famille d'accueil, c'était aussi d'accueillir l'enfant dans un cadre de vie ordinaire, enfin, en tout cas partagé par tous les enfants qui ont le même âge que lui, quoi. Et après, je sais pas s'il faut professionnaliser à tout prix. Moi, je suis
Enfin, on voit bien qu'il y a des mesures, par exemple, qui ont été prises dernièrement, qui obligent les assistants familiaux à prendre leurs vacances sans les enfants accueillis. Vous voyez bien que la professionnalisation aussi, elle vient mettre à mal les possibles liens créés dans le cadre de l'accueil familial. Donc, moi, finalement, j'ai une position assez facile. Je regarde ce qui se fait, mais je serais bien incapable de dire comment il faut faire pour... Il y a une diversité déjà des possibles. Il y a plein de choses qui se réfléchissent partout, quoi. Moi, j'avais une question, notamment au sujet des jeunes désaffiliés. Donc là, vous établissez une typologie des enfants donc qui ont un parcours de placement. Je voulais savoir si vous aviez étudié les motifs de placement et si vous aviez fait le lien entre les motifs de placement et certains parcours types. C'est-à-dire que notamment quand on parle des enfants désaffiliés, souvent ce sont des enfants qui ont eu des histoires particulières. Là, enfin, c'est aussi l'exercice qui se prête à ça, mais vous évacuez complètement la dimension psychique. Et quand on parle des enfants désaffiliés, je pense que c'est une dimension qu'on peut pas exclure complètement. Je pense que dans vos études de parcours, vous avez pu observer que bien souvent, ce sont des enfants qui ont pu vivre un certain nombre de traumas. Vous parliez des liens, sans nommer peut-être les liens d'attachement avec des enfants qui n'ont pas pu effectivement s'installer, nouer des liens d'attachement qui leur permettent pas après de s'installer dans les structures. Et on a ces parcours extrêmement décousus qui leur permettent pas de se structurer. Donc cette première question-là. Et après, juste une remarque peut-être sur les contrats jeunes majeurs. Vous disiez, j'ai eu le sentiment que vous étiez assez critique sur un premier contrat qui sera un contrat de 3 mois. Je me permets juste de dire, j'ai été inspectrice à l'aide sociale enfance et donc j'ai pu établir des contrats de 3 mois justement pour la raison que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a que 3 ans pour accompagner le jeune majeur vers l'autonomie. Et l'idée d'un contrat de 3 mois n'était pas de mettre le jeune dans l'incertitude. L'idée, c'était plutôt de commencer à scander le temps et de travailler sur des petits objectifs avec le jeune qui ne soient pas trop paniquants pour lui. C'est-à-dire que si on indique dans un premier contrat jeune majeur, à la fin de l'année, il faudra que tu passes en classe, je sais pas, que t'aies ton bac, etc. Ça peut être des objectifs qui sont un peu qui peuvent être déconcertants pour le jeune. Donc c'était pas nécessairement en tout cas moi je le pratiquais pas dans l'esprit de ce que vous indiquiez tout à l'heure. En fait, moi je soulignais que le contrat jeune majeur s'inscrivait sur des temporalités qui étaient très différentes. Où on va demander une mobilisation sur des temporalités qui sont autres. Après, si j'ai semblé critique à l'égard de cette mesure, c'est plutôt sur le contraste en fait des temporalités qui sont imposées aux jeunes. Mais après, de toute façon, au maximum, ils ont 3 ans devant eux au moment de la majorité. Mais sur des temps aussi où on va demander, au bout de 3 mois, vous voyez, de se mobiliser sur tel petit truc, etc. On change complètement de logique. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant. Concernant les motifs de placement, c'est très difficile d'identifier les motifs de placement. C'est des motifs qui sont en général assez diffus. En général, on ne place pas un enfant pour un seul motif. D'accord ? Il y a bien une conjonction, en fait, de raisons. C'est pas une information préoccupante qui va justifier un signalement, qui va justifier un placement. En général, on a plusieurs alertes qui sont mises en route. Du coup, moi, j'ai essayé d'identifier ce qui a motivé le premier placement. Mais ce qui a motivé le premier placement, c'est pas forcément ce qui a motivé sa continuité. D'accord ? À chaque révision, en fait, de la mesure, on va pouvoir trouver des motifs qui vont être différents. Donc on a en fait une idée aussi de parcours de motifs de placement. Très peu de situations de maltraitance. C'était moins de 10% de situations de maltraitance qui ont motivé le premier placement. Par contre, on retrouve dans les parcours des situations de maltraitance qui vont apparaître à plus 5 ans après le premier placement. Mais ça reste quand même à la marge.
essentiellement, j'ai identifié des raisons autour de ce qu'on appelle dans le langage indigène les carences éducatives, qui sont suffisamment larges pour placer beaucoup de parents. Je pense tous les parents. On va placer les enfants, peut-être moins les parents. Non. Oui. Non, mais on veut bien aussi. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. Bonjour, juste un mot. Donc sur l'étude, forcément, avec les typologies des 3 typologies concernant les enfants, je trouve ça très intéressant. Après, sur la sortie, les 18-21 et au-delà, je pense que c'est un focus exponentiel qui est fait sur les enfants qui sont confiés par rapport aux autres gamins, quoi. Quand on a 18 à 25 ans en France, c'est long, quoi. Si on n'est pas étudiant, si on n'a pas anticipé une scolarité qui permet d'avoir accès à un travail, je pense que c'est déjà long, quoi. Donc en plus, on n'a pas la structure familiale derrière qui tient pour soutenir, etc., et aller de l'avant. Nous, au Conseil général des Yvelines, on pense forcément au droit commun, mais quand on fait le tour du droit commun, il y a le fonds d'aide aux jeunes. Le RACE jeune, ça reste assez, pour moi, mystique, quoi, ou mythique. C'est quelque chose que on l'a jamais croisé, hein, le gamin qui a bossé 2 ans au cours des 3 dernières années pour déclencher un RSA jeune, une fois qu'il a épuisé ses droits au chômage, quoi. Bref. Mais tout ça, c'est des observations, mais je pense que, il y a peut-être un questionnement sur la jeunesse 18-25 et avec un focus tout particulier sur les enfants confiés, mais qui maximise et potentialise toutes les difficultés des autres, quoi. On est bien d'accord. On a le temps encore pour prendre 1 ou 2 questions ou commentaires. Simplement un témoignage. Je viens d'un département où la décision a été prise d'aller jusqu'à 22 ans et demi. Donc les jeunes majeurs peuvent être accompagnés dans la limite de 22 ans et demi. Donc on a rajouté 18 mois au cadre légal. C'est limité aux situations de jeunes qui ont des cursus à finaliser ou des situations de grande détresse, des jeunes qui sont aussi sur un versant handicap en attente d'une orientation MDPH. Voilà, donc il y a des solutions. Et c'est quel département ? C'est le Val d'Oise. D'accord. Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui se font en fait, qui sont pas forcément rendues visibles, mais il y a en fait des expérimentations qui se font un peu partout. Hein. Moi, je voulais dire que la majorité à 18 ans, c'est très bien pour les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, je travaille dans un établissement associatif sur Rennes, parce que ça donne la possibilité à des jeunes qui ont été avant sur décision externe à eux placés au moment des 18 ans, et ça peut s'anticiper, ça peut se préparer. Ce qui est très difficile, je trouve, c'est effectivement ce que vous notez, la pression sur la temporalité et l'incertitude aussi de la décision, ou l'incertitude de rentrer dans le bon cadre, ouais, ou dans le bon objectif, parce que quand on voit des contrats jeunes majeurs, sur les attendus ou sur les objectifs, il y a parfois des objectifs très autoroute, j'allais dire, et d'autres parfois beaucoup plus exigeants, avec une disparité des positionnements des décideurs. Bon, ce n'est pas toujours facile. Et puis, ce que vous avez bien mis en valeur, c'est-à-dire que les plus en difficulté, on leur demande de formaliser un projet, alors que justement leur problématique, c'est de ne pas arriver à en formaliser. Et donc, il faudrait sans doute aussi permettre, ça arrive que ça se fasse, permettre à des jeunes majeurs de contractualiser sans projet. Et l'idée des 3 mois en Ille-et-Vilaine, c'est pas aussi formalisé que ça. Je crois que dans le Finistère, c'est presque une habitude. Mais les 3 mois pourraient aussi permettre de construire un projet. On pourrait l'envisager comme ça. Oui, et je pense que
la difficulté aussi pour les jeunes qui déplacés ou désaffiliés, ou en tout cas les jeunes qui ont construit très peu de supports dans le cadre de leur protection, c'est de trouver à la fois un partenaire qui va leur permettre de comprendre et de répondre au code de l'institution, mais également, en fait, de réussir à convaincre l'institution qui n'a déjà plus de place pour eux dans le cadre de la minorité. Et là, elle est contrainte à assurer cette place. Du coup, dans le cadre de la majorité, elle n'a pas forcément envie de faire l'effort de cet accueil non plus. Parce que se prendre la tête à appeler 40 000 services toutes les semaines ou tous les mois pour trouver un lieu d'accueil, une place en urgence pour quelques jours, en trouver une autre, etc., c'est pas forcément non plus facile. Ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est ces jeunes dont on parle beaucoup, mais qui sont pas forcément la majorité des jeunes qui sont accueillis dans le cadre de la protection de l'enfance, mais qui ont une audience étendue. Justement, pour faire le lien avec ces enfants qui ont été placés, replacés, et puis la majorité à 18 ans, moi j'ai un peu l'impression que ça vient réinterroger complètement le travail éducatif et le sens de cet accompagnement des enfants placés. On décrète pas à 18 ans qu'il nous reste 3 ans pour prendre son autonomie et son envol. Je crois que c'est quelque chose qui se prépare bien en amont. Est-ce qu'il y a des éléments dans les études que tu as réalisées qui viennent interroger le fonctionnement des institutions entre elles et justement ce fil conducteur qui pourrait y avoir, parce que entre 0 et 18 ans, il y a quand même pas mal d'institutions ou de services qui travaillent autour de la protection de l'enfance et qui, enfin, moi j'ai certaines situations en mémoire où c'est pas la situation familiale ou la situation du jeune qui fait qu'il est déplacé, mais c'est parce que les institutions ne travaillent pas ensemble. Est-ce qu'il y a des éléments là dans les différentes études que tu as pu des éléments que tu as pu repérer? Peut-être sur les situations des anciens enfants incasables. S'ils sont incasables, c'est qu'il n'y a aucune case qui n'en veut ou qui ne correspond à ce qu'il est. C'est-à-dire ne travaillent pas ensemble, se contactent pas mutuellement au moment des changements, par exemple, ou concrètement, c'est quoi? Je pense à une situation, enfin des situations assez courantes pour moi, qui est il y a une décision judiciaire de placement, une décision judiciaire d'action éducative qui va durer 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, on s'aperçoit que ça ne donne rien et on aboutit sur un placement. Le placement, ensuite, il y a une main levée du juge et ensuite ça repasse donc à l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance reprend la situation, etc., etc. Et que ce fil conducteur ou ce qui pourrait faire lien et qui permettrait à des professionnels de faire lien dans la tête du jeune, n'existe pas parce que les institutions ne travaillent pas ensemble. Oui. Ou alors des situations comme la situation de Drancy à une époque où une situation connue de la PMI, de la protection maternelle et infantile, et qui n'était pas connue de l'aide sociale à l'enfance, alors que cet enfant était véritablement en danger. Oui, je crois que c'est compliqué partout de travailler ensemble, d'autant plus quand avec 2007, le Conseil général du coup a eu ce rôle qui a été affirmé de chef de file de la protection de l'enfance, ce qui semble aussi du côté des associations en fait leur donner un rôle de prestataire de service, ou en tout cas ne plus leur donner la même place, ce qui crée aussi des conflits du coup un peu, des difficultés à travailler ensemble. On a aussi cette logique d'appel d'offres qui va mettre en concurrence les associations entre elles et qui va aussi mettre en difficulté ce travail de lien. Après, on voit bien que c'est beaucoup plus facile de travailler dans la même institution sur un parcours. Mais quand on a des mesures qui changent, souvent on a des changements de professionnels, de services, et du coup on a cette discontinuité un peu du fil ou du parcours. Mais là encore, je pense qu'il y a des nouveaux outils qui devraient permettre, s'ils se développent dans les institutions, de faire un lien qui est pas forcément un lien en présentiel, mais du coup, au-delà du dossier, qui est un écrit où il faut se déplacer, etc., on peut peut-être penser des outils autour du numérique pour
pour faire ce lien. J'avais juste une réflexion aussi en vous entendant sur. C'est vrai que vous avez présenté l'ensemble des auteurs qui sont effectivement très très critiques et on peut s'interroger quand même sur les positions de Monsieur Verdier actuellement quand il parle de l'aide sociale de la soupe populaire. Les derniers écrits. Bon, il est passé avocat, il a changé de statut aussi, mais on voit quand même l'ensemble des écrits et on peut s'interroger. Alors j'étais très très frappé aussi par ce qui se passe en Allemagne. Au niveau de la protection de l'enfance, où on a moins confiance dans les institutions et plus confiance finalement dans les familles d'accueil qui vont être un peu mixtes entre les familles d'accueil et les familles adoptantes, mais qui vont finalement. Et là, nous, on souffre quand même peut-être de notre excès d'institutions par rapport à nos attentes, attentes des institutions par rapport aux besoins des enfants affectifs. C'est vrai qu'une institution, ça n'a jamais aimé des enfants comme les parents peuvent le faire. Et c'est vrai que l'intuition de Madame Bertinotti de réintroduire un peu de l'affection que seuls les parents peuvent apporter finalement aux enfants peut être quand même intéressante, parce que même si on n'y croyait pas, parce que on sait bien qu'au niveau de l'adoption en France, les choses doivent être claires et nettes, alors qu'elles sont nettement moins claires dans les autres pays, que ça soit en Italie ou en Allemagne, mais en même temps peut-être avec des résultats qui peuvent être finalement par rapport à l'investissement qu'on fait, peut être assez intéressant, parce qu'on a réintroduit un autre rôle quand même des familles d'accueil. Après, c'est vrai que du coup, ça met en cause aussi les logiques de participation des familles qui sont fortement invitées à se développer dans le champ de la protection de l'enfance aujourd'hui. Ce type de mesure, de fait, on prend d'abord l'enfant et sa construction de liens, et on laisse de côté du coup un peu le travail avec les familles d'origine. De fait, on considère qu'elles seront pas capables. En quelque sorte, on les condamne aussi à cette incapacité à s'occuper des enfants, quoi. Après, ça dépend comment. C'est ça aussi. Quel lien, en fait, la puissance publique garde après avec ces jeunes qui ont été confiés à l'adoption, quoi. Je pense que le premier cas que vous avez présenté, où l'enfant a passé toute sa vie dans les services d'aide sociale, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 21 ans dans les services d'aide sociale enfants, où il est resté, alors je sais pas quel statut juridique avait cet enfant. Assistance éducative. Assistance éducative, oui. Où là, heureusement, on a l'impression que la famille d'accueil en a fait beaucoup plus, d'après ce que vous avez décrit, que son rôle professionnel, mais là, la famille d'accueil aurait pu avoir une place juridiquement peut-être plus importante. Ouais, et en même temps, la famille d'origine, la mère, quand elle s'est remariée, elle a invité la famille d'accueil à venir à son mariage. Donc, la jeune conserve des liens avec sa famille d'origine, et il y a des liens qui sont faits avec la famille d'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue. Merci à vous d'être venue également. Le prochain séminaire, donc co-organisé avec la chaire jeunesse, se tiendra donc le 3 juin. Ce sera Anne Barrère qui viendra nous parler de l'influence de l'éducation informelle dans les parcours scolaires. Merci beaucoup. Merci.